L'invité de la rédaction, et malgré la crise sanitaire, l'année 2020 a été très riche sur le plan judiciaire, avec même finalement des faits inédits, et on va en faire le bilan ce matin sur Radio J avec notre invité Jonathan Ekaïm. Jonathan Ekaïm, bonjour. Bonjour Christophe Dard. Merci d'être avec nous, avocat spécialisé en propriété intellectuelle, vie privée, droit à l'image, et puis évidemment juriste, un suiveur très attentif de l'actualité judiciaire, qui a d'abord été marqué, Jonathan Ekaïm, par le procès de janvier 2015, des attentats de janvier 2015, je le rappelle, des peines de 4 à 20 ans de prison prononcées contre les 10 autres accusés présents au procès. Seul Mohamed Belloussine, jugé en son absence, a été condamné à la perpétuité. C'est un procès hors norme, du jamais vu en France. Est-ce que, voilà, un procès comme celui-là, on peut dire, Jonathan Ekaïm, que c'est quelque part un procès pour la mémoire ? Évidemment, c'est absolument incontestable. Aujourd'hui, le procès qui a eu lieu est un procès pour la mémoire. Et un procès également extrêmement symbolique, puisque il vient finalement consacrer ce qu'on a de plus cher dans notre démocratie et ce pourquoi nous devons nous battre, ce pourquoi vous vous battez, vous journalistes, nous aussi avocats et juristes, c'est évidemment la liberté d'expression. Mon confrère Richard Malka l'a extrêmement bien plaidé. Je pense que cette plaidoirie restera vraiment dans les annales parce qu'elle est emplie de symboles. Et en dehors de cette barbarie, de ce massacre, ce qu'on a essayé également de faire, c'était de se battre, je pense, pour cette liberté d'expression, pour ne jamais renoncer à ce qui, aujourd'hui, constitue les piliers de notre République. Un procès de 53 jours, un procès de 3 mois. Quand on est avocat, comment est-ce qu'on vit justement un procès hors norme comme celui-là, absolument incroyable, parce qu'en plus, il y a eu quand même ces suspensions d'audience qui ont duré 1 mois avec l'un des principaux accusés, Ali Riza Polat, qui avait attrapé le coronavirus, et puis d'autres aussi accusés. Donc ça a quand même été une charge lourde aussi, à la fois bien sûr pour les familles, pour les parties civiles, mais aussi du coup quand même pour les avocats au niveau des plaidoiries, de l'organisation de la défense et de ce procès. Alors très certainement, comme ça ne vous aura pas échappé, je n'étais pas évidemment à ce procès, je n'en ai entendu tout comme vous que des échos, même des échos du palais, mais oui, effectivement, c'était une conjoncture extrêmement difficile, je pense, tant pour les parties civiles que pour les avocats, et effectivement, préparer des dossiers dans ces circonstances devait être très compliqué. C'est pour ça aussi, je pense que à toute chose malheur est bon aussi, c'est que ça a permis peut-être aussi de se libérer un peu plus et d'aller peut-être plus au fond du sujet, plus au fond du problème. On était moins peut-être penché sur la lourdeur archaïque de l'administration judiciaire, mais on était au contraire sur le fond du problème. Et peut-être comme les parties, j'ai par exemple l'honneur de connaître un petit peu une des avocates qui était au parti civil, qui a notamment représenté la LICRA, maître Galina Elbaz, dont j'ai lu également la plaidoirie. Et c'est pareil, c'était des éléments qui étaient faits avec beaucoup de sincérité, beaucoup de simplicité, et je pense que le cœur parlait plus que la stratégie stricto sensu. C'est ce qui a fait peut-être aussi la beauté d'un tel procès, malgré, encore une fois, l'horreur qui l'a justifié. Il y a eu bien sûr ce fait qui n'est pas anodin, et j'en parlais justement à l'instant avec Ali Riza Polat, l'un des principaux accusés qui avait voilà attrapé le coronavirus, donc du coup suspension des audiences plusieurs semaines. On a parlé de la visio comme étant un moyen justement. Quel est votre avis dessus ? Ça a évidemment déclenché une fronde, une colère des avocats, d'autant que on s'était rendu compte qu'un article avait été spécialement écrit justement pour cela, compte tenu de l'épidémie. Exactement. Alors, effectivement, on se retrouve dans une espèce de contradiction, puisque je me rappelle que notre ministre de la Justice avait déjà prononcé à l'époque, c'est sans polémique et sans le contredire, avait prononcé à l'époque que comparaître devant une justice dans le cadre d'un procès aux assises, c'est quelque chose d'assez atroce et de difficile, et que on ne peut pas simplement comparaître comme ceci avec des menottes au poignet sans réellement prendre en compte tous les éléments matériels et ce qui fait que l'accusé est devant les juridictions. Et le problème peut-être d'une visioconférence, c'est que on ne voit pas tout. On ne sait pas tout. Il y a quelque chose d'extrêmement froid, et je pense que la justice pénale ne peut pas véritablement se rendre à travers des écrans. C'est peut-être difficile à expliquer pour des parties qui entendent obtenir gain de cause, entendent obtenir en tous les cas des réponses, mais peut-être ne faut-il pas ajourner ce procès pour justement faire cela de vive voix,
plutôt que d'être derrière des écrans séparés, ce qu'on reproche aujourd'hui beaucoup à cette mesure. Oui, mais alors est-ce que justement sur le long terme, on va peut-être pas être obligé, je me fais un petit peu l'avocat du diable, vous avez raison, mais peut-être d'arriver justement vers cela, parce que si la pandémie se poursuit, si d'autres épidémies arrivent, on sait qu'il y a ce grand procès, ça sera l'un des événements de 2021, on en dira peut-être un mot, le procès de novembre, qui lui doit s'ouvrir au mois de novembre, on ne sait jamais. Est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a quand même pas ce risque que, à vouloir pratiquer effectivement une justice, évidemment, dans tout ce qu'elle a de plus normal et de plus logique, avec des personnes en présentiel, on serait peut-être pas obligé d'arriver quand même vers ce genre de choses, peut-être sur le moyen ou le long terme? Pourquoi pas? C'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, on n'est plus dans une époque tout à fait normale avec ce qui nous arrive. Cette année 2020 a marqué véritablement son saut de la normalité et on doit s'adapter. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Éventuellement, peut-être que cette solution devra être dégagée quoi qu'il arrive. L'impératif de sécurité, de santé publique passe effectivement au-dessus de tout. En revanche, je comprends effectivement l'affront de mes confrères pénalistes qui estiment que la justice ne doit pas être rendue en l'état. Je reviens sur ce procès, et en particulier l'attentat de l'Hypercacher. Dans sa feuille de motivation, la Cour estime que l'attentat revêt incontestablement un caractère antisémite, mais elle précise que seul un motif procédural lié à l'application de la loi dans le temps a empêché de retenir la circonstance aggravante d'appartenance à une religion déterminée pour le crime de séquestration. Comment est-ce que vous interprétez cela? Parce que on a l'impression du coup que c'est une victoire et que finalement ça n'en est pas vraiment une du coup. Alors c'est peut-être une victoire puisque effectivement on reconnaît cette circonstance aggravante d'antisémitisme, mais je dirais presque comment ne peut-on pas la reconnaître aujourd'hui lorsqu'on agresse des gens, qu'on tue des gens dans un magasin qui est destiné à des personnes de confession juive. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi pénale est une loi d'interprétation stricte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'appliquer si toutes les conditions ne sont pas réunies. Et en revanche, d'un point de vue de juriste, je peux totalement comprendre le point de vue de cette cour d'appel qui estime, en son âme et conscience, que toutes ces conditions n'étaient pas réunies s'agissant du délit de séquestration, mais qui en revanche a retenu la circonstance aggravante d'antisémitisme. Et c'est vrai que c'est très compliqué d'expliquer ça généralement lorsque l'on n'est pas avocat, juriste et qu'on ne connaît pas un petit peu les rouages de la loi, parce qu'effectivement, tout concorderait lorsqu'on regarde les faits à ce que, le délit de séquestration devrait être normalement prouvé. En revanche, ici, effectivement, la Cour a fait sienne de l'interprétation qui était de la loi pénale dans le temps et donc d'une appréciation juridique qui, malheureusement, écarte ce délit. Je ne pense pas que j'ai quoi que ce soit à redire là-dessus. Nous sommes aujourd'hui tout à fait alertes sur les décisions des magistrats. Ce qui aussi a marqué dans ce procès, c'est que concernant la policière de Montrouge, Clarissa Jean-Philippe, on a quand même supposé dans ce procès qu'elle avait bien l'intention de protéger une école juive et qu'elle a fait en quelque sorte rempart contre cela, qu'elle a été tuée pour protéger justement cette école. Ça aussi, c'est quand même assez fort parce que et là, pour le coup, vous me dites si je me trompe, on est plus dans l'ordre de la supposition. On n'a pas de preuves, de faits qui montrent qu'elle avait l'intention de protéger cette école. Exactement, tout à fait. On n'a pas. C'est d'ailleurs très compliqué de justifier cela, peut-être autrement que par des témoignages, des attestations sur l'honneur. Je vois mal comment on pourrait le prouver aujourd'hui. Évidemment, ce ne serait qu'une supposition, mais on estime qu'un gardien de la paix qui est garant des valeurs républicaines a notamment l'attitude consistant à protéger des individus, une école à raison d'une agression. Donc oui, tout porte à croire effectivement qu'elle l'a protégée, cette école. La Cour d'appel de Paris a confirmé en novembre dernier le caractère antisémite du meurtre de Mireille Knoll. C'est cet octogénaire juif poignardé à Paris en 2018. Ça avait été contesté par les deux avocats. C'est donc ce qu'on avait appris de sources judiciaires auprès des avocats. Ça, c'est une victoire très importante. On se souvient de ce crime effroyable, Mireille Knoll assassinée en 2018. Bien sûr, c'est une victoire incontestable et encore une fois un message fort qui est lancé par les juridictions, non pas uniquement que vis-à-vis des juifs, parce qu'il faut bien entendre aussi aujourd'hui malheureusement, c'est un petit peu la rengaine qu'on entend de la part de toute la fronde antisémite, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le droit ne s'applique que pour les personnes de confession juive, c'est totalement faux. En revanche, ce qui est un cas avéré, c'est que nombre d'agressions antisémites existent et je pense que le cas de Mireille Knoll est absolument incontestable. Torturer une femme âgée, puis lui demander où est-ce qu'elle aurait caché sa fortune parce que les Juifs cachent de l'argent, il est évident aujourd'hui, Christophe Dard, qu'on ne peut pas considérer qu'il ne s'agit pas d'un crime antisémite. Tout argument contraire relèverait de l'ineptie la plus totale. Et au contraire, j'aurais été peut-être moi-même très choqué d'une décision qui n'irait pas dans ce sens-là. L'origine antisémite, au même titre que le meurtre absolument abject de Madame Halimi, atteste vraiment sans contestation possible qu'il s'agit d'un crime antisémite. Et évidemment, et je ne peux que saluer cette décision.
2020, ça a aussi été ces nouveaux procès pour Alain Soral et Hervé Ryssen. Hervé Ryssen, incarcéré en septembre après plusieurs condamnations pour des propos antisémites. En janvier, il avait déjà aussi été condamné pour négationnisme, injure et diffamation à caractère antisémite et provocation à la haine contre les Juifs. Et puis, il y avait eu beaucoup de condamnations antérieures. Est-ce qu'on est quand même, notamment dans le cas d'Hervé Ryssen, en train de signer la fin de la récréation de ces gens qui depuis plusieurs années maintenant, au nom de la liberté d'expression, tiennent des propos négationnistes, antisémites, absolument scandaleux. J'aimerais vous dire oui. J'aimerais vraiment vous dire oui, Christophe Dard. Je pense malheureusement que non. Je pense que par contre, les juridictions maintenant haussent le ton, puisque le problème aussi des magistrats, c'est qu'ils sont garants de la liberté individuelle. C'est ce qu'il faut comprendre aussi. Et que parmi ces libertés individuelles figure la liberté d'expression. Elle est d'autant plus importante qu'elle nous permet aujourd'hui de justifier ce magnifique procès de Charlie Hebdo. Mais elle doit être comprise également dans un autre sens, c'est que même les personnes qui ont les raisonnements les plus abjects ont le droit de les avoir. Cela fait partie également de notre liberté de penser et de dire ce que l'on souhaite. La seule limite aujourd'hui, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer à toutes ces personnes qui ont des idées très arrêtées sur certaines choses, c'est que on ne peut pas prêcher la haine. Et c'est en ce sens que des articles très précis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoient les délits de diffamation et d'injure, c'est-à-dire des faits, par exemple, des invectives ou toute imputation ou allégation qui serait sans fait précis alléguée et qui porterait atteinte soit à la considération, soit à l'honneur d'une personne. C'est finalement, ou même cette provocation à la haine, qui va inciter un magistrat à dire stop, je comprends votre liberté d'expression, nous pouvons la tolérer, nous ne sommes absolument pas d'accord avec vos idées, mais en revanche, la limite est celle-ci. Et bien évidemment, ces prêcheurs de haine continuent aujourd'hui, je ne veux même pas les citer parce que j'ai déjà suffisamment entendu de choses. Voilà, exactement. Puis ça leur ferait beaucoup de publicité, je pense que ce n'est pas nécessaire. Mais en revanche, ce genre de personnes s'arc-boutent et s'abritent derrière cette liberté d'expression pour dire on peut plus dire ce qu'on pense, on peut plus dire les choses telles qu'elles sont. Sauf que si ça n'a jamais été le cas, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. En revanche, la seule limite, c'est de ne pas inciter à la haine. Et c'est ce qu'ils font continuellement, soit sous couvert de fausses informations, soit sous couvert de termes injurieux, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça leur vaut une condamnation. Et puis, ne leur en déplaise, le racisme ou l'antisémitisme, en France, c'est interdit. Donc, ils ont le droit de le penser. Le dire ou le prêcher ou le publier comme ils le font sur tous les réseaux sociaux, ça, ce n'est pas possible. Oui, mais alors justement, on parle de la loi de 1881, donc elle commence quand même un petit peu à dater sur la liberté de la presse, c'est moins qu'on puisse dire, mais aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, les réseaux sociaux, Internet, on l'a encore vu il y a une semaine avec les attaques contre Miss Provence. Donc, comment est-ce qu'on fait contre ça? Parce qu'on a quand même l'impression, on a beaucoup parlé de la loi Avia, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, on entend toujours les politiques qui disent oui, mais il faut lutter contre les propos haineux en ligne. Lutter, d'accord, mais qu'est-ce qui a changé concrètement? En quoi l'arsenal judiciaire a changé? Puisque justement, c'est par ce biais-là que ces personnalités s'expriment et tout leur soutien. Alors, il faut voir évidemment qui se cache derrière ces comptes, mais aujourd'hui, c'est quand même ça leurs principaux outils. C'est la grande question, effectivement. Je pense que vous avez très très bien soulevé le problème. Aujourd'hui, depuis, il faut savoir, 2004, on a une loi qui s'appelle la loi pour la confiance en l'économie numérique, qui a responsabilisé, entre guillemets, les hébergeurs, en leur indiquant que dès lors qu'ils ont une notification dans les formes de la loi, sur un contenu qui serait manifestement illicite, ça veut dire effectivement un propos qui pourrait être injurieux, diffamatoire, raciste, à caractère homophobe et j'en passe. Eh bien, ils ont l'obligation d'agir promptement pour retirer ce contenu. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que ces hébergeurs apprécient à la louche, entre guillemets, le caractère manifestement illicite et peuvent totalement, et je le vois tous les jours dans mon activité, contester cette analyse ou même faire l'autruche, puisque leurs conditions générales expliquent que si vous voulez retirer tel ou tel contenu, il faut directement s'adresser à leur filiale qui est à l'étranger, et donc ça rend les choses beaucoup plus complexes. Mais en revanche, aussi d'expérience, je le sais, ces hébergeurs arrivent quand même à respecter la loi, et cette fameuse LCEN. Donc on en arrive très généralement aussi à avoir des retraits de contenu illicites ou haineux rapidement. En revanche, ce qui est compliqué, c'est la multiplicité de ces derniers. Bien, dernière question, Jonathan et Caïm, pour faire ce bilan de la judiciaire et finir. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'on retiendra. C'est la nomination d'Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice. C'était en juillet. C'était une annonce surprise, on s'en souvient à l'époque, un petit peu sortie du chapeau. Première fois depuis 1981. Et Robert Badinter, qu'un avocat est nommé à la chancellerie. Votre avis, Jonathan
Ekaïm, sur la nomination d'Éric Dupond-Moretti et sur ses premiers pas, parce que là on est en décembre, on peut commencer à en tirer un certain bilan justement. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'effectivement, avoir un avocat qui connaît très bien les rouages de nos tribunaux, qui en a fait d'ailleurs la critique, une critique par moments peut-être acerbe, mais une critique, qui a une expérience et un amour de ce métier, je dirais que c'est une chose plutôt bonne. C'est une chose plutôt bonne. C'est aussi un coup marketing, évidemment. Une personnalité comme Dupond-Moretti, qui a beaucoup de charisme, qui sait parler, qui a cette espèce de gouaille, effectivement, c'est quelqu'un qui peut absorber les coups. Et donc, qui peut faire un parfait candidat au ministère de la Justice. Mais attention, il est aussi là pour unifier les corps. Et je pense que pour l'instant, il est parfaitement intégré dans ce rôle-là. En mon âme et conscience aussi, en mon indépendance, je n'ai pas du tout à contester pour l'instant ce qu'il fait, puisque pour l'instant, aucune réelle mesure a impacté notre service juridique. Tout ce que je sais, notre service, judiciaire et pas juridique, mais ce que je sais, c'est que pour l'instant, par exemple, la proximité de justice est une très bonne idée. Permettre aux justiciables, par exemple, d'avoir une justice qui va aller plus vite, puisque c'est un peu le fer de lance de ce court programme qu'il a, puisqu'il a quand même moins de 2 ans pour agir, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, laissons-lui le temps, nous verrons, nous tirerons le bilan, évidemment, à la fin de son mandat. Mais je pense effectivement qu'aujourd'hui, il était temps peut-être de moderniser un peu la justice et peut-être que Éric Dupond-Moretti peut y parvenir. Et peut-être qu'on aura effectivement l'occasion d'en reparler dans les prochains mois. Merci beaucoup, Jonathan Ekaïm, avocat spécialisé en propriété intellectuelle, vie privée, droit à l'image, pour tirer le bilan, vous l'avez compris, très chargé de cette année judiciaire 2020.